Alors bonjour à toutes et à tous. On se retrouve une nouvelle fois dans la zone idée pour une nouvelle chronique. Cette semaine, on va parler de ressources humaines. Peut-être juste avant de vous introduire nos invités qu'on va avoir pour l'occasion, j'aimerais ça peut-être vous présenter, prendre quelques secondes pour vous parler d'une nouvelle initiative qu'ID Gatineau a mise en place. En fait, pour ceux qui nous suivent, vous savez, on tente de documenter, d'avoir un maximum d'informations sur nos différentes plateformes, que ce soit sur nos réseaux sociaux, mais également notre infolette qu'on envoie énormément d'informations chaque semaine. Et on a également notre site web. On avait une page d'information qui répertorie les différents programmes d'aide financière, notamment des guides pratiques, des articles, etc. On a créé environ une semaine une nouvelle page, donc qui permet de regrouper des services, un répertoire d'entreprises qui offrent des équipements de protection notamment. Donc, si vous me permettez, je vais prendre seulement quelques secondes. Je pense que ce serait pertinent qu'on puisse la regarder ensemble. Donc, si je partage mon écran, ce sera pas long. Donc, en fait, en vous rendant sur le site d'ID Gatineau directement, vous allez avoir à l'accueil, vous allez pouvoir vous connecter à une page qui se nomme COVID-19 réouverture des entreprises. Et sur cette page-là, en fait, vous allez trouver une multitude d'informations encore là, mais qui est plus dédiée vraiment à la réouverture. Vous avez évidemment toujours le fameux numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur n'importe quel sujet au niveau de votre entreprise, vous avez besoin d'aide, vous voulez avoir de l'information sur les programmes d'aide, vous pouvez nous appeler à ce numéro-là. On a des conseillers qui sont disponibles pour répondre à vos questions. On a également, comme je vous le mentionnais, on a différentes informations sur cette page-là, mais une chose qui est intéressante, c'est le répertoire des entreprises qui offrent de l'équipement de protection. Donc, on a trois catégories différentes. La première, désinfection et produits sanitaires. Donc, dans cette catégorie-là, vous allez trouver différentes entreprises de Gatineau qui offrent ce genre d'équipement, que ce soit des distributeurs de désinfectants à main, que ce soit des services pour désinfecter les espaces commerciaux. Donc, vous allez retrouver une multitude d'entreprises qui offrent différents services avec leurs coordonnées, donc que ce soit leur page web, leur numéro de téléphone. On sait que je pense que ça peut être très pertinent là, actuellement. Le gouvernement a annoncé la réouverture de certains commerces, là, que ce soit la massothérapie, les cliniques dentaires et heureusement les salons de coiffure également, que plusieurs comme moi attendaient probablement avec impatience. Donc, vous allez avoir besoin d'équipement. Je pense que cette page-là peut être très intéressante. Vous avez aussi des fournisseurs de masques, des fournisseurs de gants, des fournisseurs de visières. Donc, je pense que vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Vous avez également différents articles qui ont été publiés en lien avec la réouverture, des guides pratiques également. Donc, je vous invite à aller consulter cette page-là. Donc, si on revient à nos invités de la semaine, je vais fermer cette fenêtre-là, vous introduire dans un premier temps André Goyette, qui est commissaire en développement d'entreprise chez ID Gatineau. Bonjour André. Bonjour. Donc, André va être présent avec moi au long de la conférence, comme la semaine passée, pour pouvoir intervenir. Il est également disponible pour répondre à vos questions et il pourra également échanger avec notre intervenant que je vous présente à l'instant, qui est M. Patrick Larose. Bonjour, Patrick. Bonjour. Donc, Patrick est président expert conseil au groupe conseil Velox. C'est un membre du CRHI également. Donc, Patrick va nous parler aujourd'hui de ressources humaines. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous avaient différentes questions pour lui. Du moins, on va tenter de répondre. André en a également, moi également. Donc, là-dessus, Patrick, je te laisse la sellette là, pour la suite. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à ID Gatineau de m'avoir comme invité. Ça me fait plaisir de pouvoir vous adresser quelques mots. Je voulais tout d'abord dire que je suis très solidaire là, avec les entreprises présentement. C'est important de faire sa part. Donc, c'est une des choses que je tenais à faire. Et notre ordre professionnel aussi, les conseillers en ressources humaines agréés, publient beaucoup d'informations qui peuvent vous être utiles. Là, on va partager de l'information avec vous à la fin de la présentation, justement pour vous aider parce qu'il y a tellement d'informations que l'information change pas juste au mois, à la semaine, ça change à la journée. Alors, donc, il faut s'ajuster. Alors, ce que je voulais vous retenir, là, c'est qu'il y a des solutions pour vous. Il faut s'ajuster, mais il faut s'ajuster différemment. Alors, je m'adresse aux entreprises. Présentement, l'important, c'est de faire sa part puis de faire sa place aussi comme leader. Donc, la gestion n'est pas nécessairement toujours quelque chose de facile, mais c'est important de faire sa place en tant que leader. Alors, une des choses en gestion des ressources humaines qui est importante de se rappeler, c'est d'avoir une bonne stratégie d'affaires et puis d'aligner vos pratiques là, en fonction de votre stratégie d'affaires. Là, avec ce qui se passe présentement, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que les lois du travail, qui sont en fait là, ce qu'on jase aujourd'hui, les lois du travail ne sont pas sur pause. Donc, le cadre qui existait avant est encore présent.
Alors, c'est important là, de valider, faire certain que vous avez un bon contrôle là, sur l'information de vos employés. Puis je comprends que c'est pas facile. Je comprends que présentement, on prend des décisions souvent avec le couteau sur la tempe. Les mouvements de trésorerie, le manque d'argent, c'est pas facile. Fait que je suis très, très conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher de l'aide. Et c'est pour ça là, une conférence comme celle d'aujourd'hui peut venir vous aider. On va vous donner accès à de l'information là, pour aider de ce côté-là. Une des choses également que je tenais à partager avec vous, c'est l'importance d'avoir des contrats d'embauche, l'important d'avoir des lettres d'embauche dans vos organisations pour vous assurer que vous avez un bon handle, un bon contrôle là, sur l'information de vos employés, parce qu'au moment de modifier les conditions de travail, que ce soit le salaire, soit les gens qu'on doit licencier, parce qu'on a des difficultés de paiement, ben, c'est important qu'on revienne, qu'on ne fasse pas de changement trop hâtif. Parce que si vous changez les conditions de travail des employés, il y a éventuellement des recours et c'est ça qu'il faut, il faut jauger si vous voulez. Là. Alors, un licenciement, c'est pas pour cause, c'est par opposition à un congédiement. Mais si on ne le documente pas comme il faut, ben, un licenciement pourrait ressembler à un congédiement, puis un congédiement, ben, ça, c'est pas, ça ouvre le droit à des recours. Importance aussi de comprendre, votre entreprise est gérée par quelle loi? Alors, si vous êtes géré par les normes du travail, ben, ça prend des employés qui ont 3 mois de service pour se prévaloir des protections de la loi sur les normes du travail. La majorité des gens, c'est le cas. Il y a beaucoup d'informations que la CNESST publie présentement pour vous aider, des questions par rapport à la santé et sécurité au travail, par exemple, par rapport au respect de la vie privée. Une des choses aussi qui est important de mentionner, c'est l'importance de conserver une bonne communication avec votre staff, avec tous vos employés, même s'ils sont licenciés, même s'ils sont présentement à la maison. Des fois, on n'a peut-être pas une tonne de choses à dire, mais juste assurer que le lien est conservé. Parce que vous savez, avant la pandémie, on était en pénurie de main-d'œuvre et ça n'a pas changé. Donc, au moment où il va y avoir la relance, il faudra s'assurer qu'on n'a pas... on n'a pas laissé aller trop le bateau, ça va être difficile à reprendre. Là. Les conditions étaient difficiles avant, vont l'être encore par la suite. En droit du travail, il y a, on dit toujours là, que c'est important de maintenir le gros bon sens. Donc, il y a des choses à faire attention. Donc, si vous avez à rappeler des employés, par exemple, on rappelle toujours des employés en fonction des besoins de l'organisation, mais il y a aussi une question d'ancienneté. Ça dépend de la grandeur de votre entreprise. Donc, je vous invite, là, quand vous avez à prendre des décisions de cet ordre-là, peut-être à consulter les sites de la CNESST, entre autres. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, on va le mentionner un peu vers la fin, s'il y a des questions plus spécifiques que vous avez le goût de poser dans le cadre de cette présentation ou même après, peut-être les envoyer à ID Gatineau qui vont pouvoir vous répondre là, aux besoins. Au niveau, Patrick, juste pour bien comprendre, ce que tu nous mentionnes, c'est qu'il est impossible de rappeler un employé, de faire du favoritisme parce qu'on apprécie un employé plus qu'un autre. Il y a des règles à respecter actuellement là, au niveau de la loi. Là. C'est ça. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est que ça soit la seule raison. Donc, il y a un ensemble. Évidemment, là, on est fort conscient qu'il y a des besoins opérationnels. Alors, si vous êtes dans une petite entreprise, vous avez besoin de rappeler le cuisinier. Le cuisinier ou la personne qui s'occupe d'une tâche spécifique, ben, ça s'explique. Donc, là, il n'y a pas une question de préférence. Mais quand on a plusieurs postes, là, il faut regarder. Puis là, en principe, est-ce que tout le monde a été licencié de façon équitable? Ça s'est fait de façon consensuelle. J'ai vu des organisations qui ont demandé aux employés qui accepterait là, d'être mis à pied parce qu'il y avait le programme là, de la PCU ou autre et les gens disaient on doit procéder à 7 mises à pied. Alors là, il y a eu déjà une entente, donc on rappelle dans le même ordre ou à peu près dans le même ordre si c'est possible. S'il y a des postes qui ne sont pas encore revenus disponibles, ben, c'est le gros bon sens. Ça soulève également toute la question, on en a déjà parlé ensemble, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ne veut pas revenir?
C'est ça, la notion de refuser de travailler simplement parce que j'aime les conditions de travail actuelles, parce que dans certains cas, recevoir 2 000 $, ça peut être très proche ou même plus élevé que le salaire qu'on faisait précédemment. D'emblée, la réponse rapide, c'est on ne devrait pas jamais refuser de travailler juste pour cette raison-là. Il peut y avoir des raisons qui justifient un refus de travail, mais habituellement, là, un employé peut pas refuser de revenir travailler juste parce que j'ai peur là, de la COVID ou autre type là, de crainte. Il y a des balises pour ça, ceci étant dit. Là, je vous ai parlé de la CNESST tantôt. Il y a un ensemble de questions-réponses, vous pouvez aller consulter sur qu'est-ce qui constituerait quelque chose de raisonnable. Parce qu'il y en a des cas où ça pourrait être raisonnable. Mais présentement, il n'y a eu à peu près aucun cas où la CNESST a jugé que ça l'était raisonnable de refuser de travailler parce que les employeurs ont déjà un paquet de règles à respecter pour réouvrir leur entreprise. Donc, habituellement, les mesures de protection ont été prises. On a fourni des équipements de protection pour les employés en règle générale. Si la santé publique a autorisé la réouverture, il ne devrait pas avoir de raison pour refuser. Mais j'ai eu des cas, des gens m'ont appelé et m'ont demandé conseil là-dessus. À l'effet, les employés étaient carrément presque de mauvaise foi, ne voulaient pas revenir. Est-ce que l'entrepreneur est en droit de considérer ça comme une démission à ce moment-là et puis de le traiter comme tel? Une personne qui ne reviendrait pas? Oui. Écoutez, si c'est un départ volontaire, alors là, le départ volontaire a des implications, là, que ce soit pour les programmes gouvernementaux, comme vous savez, là, tous les programmes gouvernementaux, sauf contraire, là, dès qu'il y a un départ qui est volontaire, vous cessez d'avoir accès à ces mesures d'aide temporaire, et ça inclut l'assurance emploi. Là, donc, c'est pas rien. Encore une fois, il faudrait voir là, des cas d'espèce parce que dans certains cas, il y en a qui s'occupent de personnes en difficulté, personnes âgées, tout ça. Il y a des cas qui peuvent être plus particuliers à regarder. Mais en général, je vous dirais, là, si vous me posez la question de façon générique, c'est pas une bonne idée de refuser. Vous allez vous perdre votre emploi, vous allez perdre vos accès aux mesures d'aide. Incluant le PCU, un employé décide. Oui, le PCU, c'est quelqu'un refuse de revenir travailler. C'est une des questions. Quand vous appliquez pour la PCU, on doit dire est-ce que j'ai quitté mon emploi de façon volontaire? Si vous dites oui, c'est fini. Donc, ça fait partie des règles, ça doit être involontaire. Donc, en fait, on aide des travailleurs qui sont impactés par la COVID de façon involontaire. Donc, moi, avant, j'avais tant d'heures de travail, là, je les ai plus. Et c'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui fait moins de 1 000 $ parce que les heures ont baissé, peut avoir le droit à la PCU, mais ça, c'est encore une fois involontaire. C'est pas parce que tu souhaitais baisser ton salaire. Peut-être que tu parlais d'une question comme ça aussi, puis on débat peut-être un peu, mais tu mentionnais que des employés ne peuvent pas refuser sur le simple motif qu'ils ont peur d'attraper la COVID. De l'autre côté, au niveau de l'employeur, j'imagine qu'il y a l'obligation d'offrir les équipements de protection ou la protection à ses employés pour qu'ils travaillent dans des conditions saines. Donc, à ce niveau-là, il faut que les équipements soient fournis. Tout à fait. Là, on revient à des notions de santé et sécurité au travail. Placez-vous là, dans un contexte hors pandémie. Un employeur doit toujours protéger la santé et la sécurité des employés qui sont sous sa charge. S'il y a des équipements de protection, on pense à la construction, par exemple, chapeau de sécurité, bottes de travail, tout ça, ça doit être fourni et ça doit être disponible. Donc là, un employé qui aurait des raisons de penser que sa santé et sa sécurité ne seront pas respectées peut effectuer un droit de refus. Ça, c'est ce qui existait avant la pandémie. Là, maintenant, avec le cas de COVID-19, est-ce qu'on serait capable de démontrer ça? Ben, si un employeur, effectivement, ne fournit pas les équipements de protection de façon déraisonnable, où il y a des paramètres qui ont été mis par la santé publique, puis on sait que ça n'a pas été suivi, là, je vous inviterais à poser plus de questions parce qu'il y aurait des inquiétudes au niveau de votre santé. Mais quand c'est maintenu, puis ce que je connais, là, sur l'expérience que j'ai présentement, les gens ont fait un travail assez extraordinaire. On regarde du côté de la construction, ça fait quelques semaines qu'ils sont ouverts. Les échos qu'on en a eus sont très bons. Ils ont vraiment fait un travail appréciable d'ajuster le milieu de travail, des espaces pour manger, tout ça. Et donc, quand c'est le cas, ben là, ça ne serait pas raisonnable de refuser. Tu m'as fait penser à quelque chose. Tu as mentionné le 1 000 là. Si un travailleur a perdu son emploi, puis il ne veut pas retourner quand il est rappelé, il pourrait perdre la PCU. Oui. Supposons qu'il n'est pas rappelé au travail, il a le 2 000 par mois, il peut quand même gagner de d'autres sources, là, 1 000 puis il ne perdrait pas sa PCU. Maintenant, j'ai eu connaissance de cas où des entrepreneurs ont dit à leurs employés,
reste sur la PCU, je vais te faire travailler pour 1 000 $ par mois, je vais te donner 1 000 $ en plus pour pas que tu perdes la PCU, puis les heures supplémentaires que tu vas faire, je vais les mettre en banque. À quoi s'expose l'entrepreneur qui essaie de jouer le système comme ça? Ben, je vous dirais, d'emblée, il y a deux risques. Le premier risque, le programme gouvernemental comme la PCU a été dessiné, ou en tout cas les grands paramètres, c'était pas pour couvrir une situation comme ça. Ça serait une mesure d'évitement. Ce qui me viendra en tête, là, c'est que si on vient vérifier la liste de paye de l'employeur dans l'année précédente, puis on voit que cette personne-là a toujours été en plein, puis tout d'un coup, il y a eu un changement abrupt. Et puis, on sait que les revenus de l'entreprise sont revenus, mais pas les salaires, puis qu'il y a une stratégie d'évitement. Ça serait assez facile à démontrer. Donc, ça, vous savez qu'il va y avoir des clauses pénales, là, donc il y a même sur le plan criminel, donc ça va faire très attention. Puis deuxièmement, au Canada, au Québec, on ne paie pas les gens de façon non pécuniaire. Là. Donc, si quelqu'un se fait, on a déjà vu ça dans d'autres types d'entreprises où on voulait payer de façon différente. Il faut respecter les normes du travail, il faut respecter le salaire minimum, il faut respecter le salaire minimum avec pourboire. Bon, toutes les règles qui existaient avant doivent être maintenues. Là, si ce que vous me dites, ça fait en sorte qu'on tombe en deçà de ces règles-là, on s'expose à des poursuites en vertu de ces lois-là. On parlait, Patrick, peut-être juste, je ne sais pas, ça aussi, là, on parlait de la sécurité des employés, mais on sait qu'il y a des employeurs également qui pourraient être tentés. On en a déjà vu qui vont exiger, par exemple, de prendre la température de leur employé ou qui vont exiger certaines règles pour essayer de voir si les employés sont malades ou quoi que ce soit. Jusqu'où on peut aller dans ce sens-là? Est-ce que là-dessus, est-ce que tu es capable de donner une réponse à ce niveau-là? Oui, disons que les grandes lignes de ce qui avait été donné là, comme ligne directrice pour les employeurs, c'était oui, effectivement, ils doivent protéger la santé et la sécurité de leurs employés. Au début de la pandémie, la question de la température, c'est une question qui avait été posée et qu'on avait jugée raisonnable. Là, je vous dirais aujourd'hui, là, on est en mai, notre connaissance là, de la pandémie avance. Je ne suis pas spécialiste en santé publique, mais de ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a des gens asymptomatiques là, qui peuvent travailler quand même. Donc, la température ne permettrait pas d'attraper les gens asymptomatiques. Puis les gens qui ont de la température, c'est pas nécessairement des porteurs de la COVID. Donc, il faut faire attention à la notion de vie privée, de faire là, peut-être là, d'avoir certains risques. Alors, si vous êtes dans une position où vous souhaiteriez faire ça, faites-le de façon avisée, peut-être en parlant avec soit un conseiller en ressources humaines agréé ou un avocat, avoir là, les grands paramètres. Il faut que ça soit raisonnable, qu'on soit en mesure de l'expliquer de cette raisonnabilité-là. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je dirais 50-50, ça dépendra du contexte. Cette conversation-là est très intéressante. Ça m'amène à penser toutes sortes de questions. Supposons qu'un employeur détecte, a des raisons de soupçonner qu'une personne pourrait être contaminée, avec ou sans symptômes, ou quelqu'un qui a été exposé à un autre, puis décide de le mettre à pied, ou dire reviens pas, mets-toi en quarantaine pour 14 jours. Est-ce qu'il est obligé de le payer? Donc, ça aussi, sur le site de l'Ordre, c'est une question qui était posée. Tes responsabilités d'employeur ne disparaissent pas. Donc, quelqu'un qui se ramasse en maladie, ben, si on a des protections de maladie dans notre entreprise, elles vont s'appliquer. Un employeur peut décider de payer volontairement parce qu'il souhaite le faire là, de façon plutôt empathique. Mais il n'y a pas d'obligation directe. Là. Je pense que dans certains cas, si on est malade, au même titre si on avait une autre maladie ou on était capable de fournir notre prestation de travail, il y a des protections qui s'appliquent. L'assurance emploi est encore là. Il existe, d'ailleurs, je vais vous la fournir dans le cadre de ma présentation, là, il existe une grille pour les employés qui explique les différentes options. Et ça, en maladie, là, dans le cas qui nous intéresse, il y a des options qui se présentent aussi. Mais encore une fois, ça, c'est les minima. Hein? C'est le minimum qu'on peut faire, mais si l'employeur choisit de maintenir parce qu'il y a une subvention, parce qu'il souhaite le faire, ça, tous les scénarios sont possibles. Et je tiens à vous préciser que c'est pas juste une question de salaire. Si on est pour perdre quelqu'un ou, tu sais, je revenais à la notion de gros bon sens. Là, des fois, il faut être humain dans tout ça. Si c'est quelqu'un qui a vraiment été malchanceux, puis il y a juste une période là, de confinement de 14 jours à passer au travers, ben, il y a du télétravail qui est possible. Si on peut ajuster le travail, maintenir la prestation de travail au mieux, parce qu'on sait qu'on n'est pas au mieux dans tout le présentement, c'est ce que je suggérerais de faire. Encore une fois, soyons prudents.
Il y a toutes sortes de zones grises. Là. Il peut y avoir des gens qu'on demande de rester chez eux parce qu'ils sont à risque. On pense qu'ils sont contaminés, mais ils sont peut-être asymptomatiques, mais ils ont été en contact avec quelqu'un d'autre. Théoriquement, ils ne sont pas malades s'ils sont asymptomatiques, mais on les traite comment? C'est ça. Moi, je vous recommanderais toujours, là, quand il y a des cas comme ça, on est en contact avec la santé publique, ils doivent faire des enquêtes, doivent vérifier les contacts, tout ça. Donc, on peut recevoir de l'aide de la santé publique en termes de direction et je vous inviterais fortement à documenter tout ça parce que moi, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste de santé publique, mais ce que je sais, c'est qu'on doit être prudent, diligent et raisonnable. C'est ce qui est attendu de la part d'un entrepreneur, d'un employeur. Donc, documentons. Mais je vais vous dire, comme ils disent à la santé publique, c'est un maudit virus dans le sens où il est difficile à saisir, les paramètres changent, ce qui était approprié il y a 2 mois, les moins maintenant. Donc, l'employeur, c'est pas évident de jouer dans tout ça, là. Et puis, moi, je vous dirais, essayons d'être efficaces et non pas juste respecter aveuglément les règles, parce que des fois, ça peut avoir des effets pervers et contre-productifs. Patrick? Vas-y, François. Ah, ben, je voulais savoir, je sais que tu as aussi, puis que les gens veulent probablement en apprendre un petit peu sur des programmes qui seraient peut-être disponibles pour leur donner un coup de main. Je sais que tu as deux programmes que tu pourrais peut-être nous parler, puis que tu pourrais peut-être donner quelques trucs, conseils là, pour les gens qui sont à l'écoute actuellement. Là. Tout à fait, merci. Le PACME, qui est un programme provincial qui a été annoncé il y a déjà un bon petit bout de temps, là, au début de la pandémie, par le gouvernement du Québec. C'est un programme qui est disponible autant pour les travailleurs autonomes que pour les salariés et ce programme-là vous permet d'aller chercher des remboursements à la hauteur de jusqu'à 100 000 à 100 ça peut être plus que ça, mais là, c'est à 50 à ce moment-là. Le programme PACME est essentiellement pour rembourser des frais de formation. Donc, c'est pour aider les entreprises à la relance. Donc, si vous êtes des employés qui sont en arrêt de travail parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'on a été chercher une subvention salariale, par exemple, on essaie de tirer avantage de la période d'arrêt, bien, le gouvernement du Québec a offert la possibilité de former les gens. Donc, le volet formation, que ce soit en littératie numérique, donc les compétences reliées à l'informatique, les compétences en général que vous allez avoir besoin à la relance de votre entreprise. Vous vous rendez compte que dans votre stratégie d'affaires, il vous manque un morceau. Ça me prend un site transactionnel, ça me prend... faut que j'aie un volet à l'international, faut que je me diversifie parce que là, je viens de perdre des gros morceaux, des gros contrats. Là, vous êtes capable d'aller sécuriser ce genre de compétences-là. Et ça va être couvert à 100 Et ce qui est intéressant, c'est que le salaire de vos employés va être couvert également. Donc, quelqu'un qui reçoit une formation de 5 000 puis est parti 3 semaines, bien, les 3 semaines, est en formation durant 3 semaines, ça sera couvert. Donc, à 100 et ça, c'est le volet entreprise. Donc, les gens là, qui veulent aller consulter l'information sur le PACME, le programme d'action pour le maintien en emploi, il y a un volet GRH aussi en gestion des ressources humaines pour aider les employeurs à faire un diagnostic, obtenir des services d'aide, de coaching. Essentiellement, ce qu'on discute ensemble aujourd'hui, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, que ce soit le diagnostic de vos problèmes, à l'heure actuelle, vous aider au niveau du développement de votre entreprise, peut-être faire un bilan de vos compétences. Qu'est-ce qu'on a besoin comme formation? On a la possibilité là, d'aller chercher plein de formations, mais avant de se jeter un peu de toute façon possible, peut-être de revoir ce qu'on a vraiment besoin. Puis je donnais souvent l'exemple, quand on a faim, on ne fait pas l'épicerie parce qu'on a tendance à acheter des choses qui ne sont pas trop bonnes pour la santé. C'est un peu le même principe. Puis, oui, c'est gratuit, mais il faut que ça soit utile. Pour qualifier pour le PACME, est-ce que l'entreprise doit démontrer une chute de ses revenus, comme par exemple, c'est le cas pour la subvention salariale? Elle doit démontrer que la COVID l'a impacté. Donc, si vous avez eu une augmentation de votre chiffre d'affaires, puis vous êtes dans le secteur alimentaire, par exemple, ça serait moins approprié. Et puis, le programme, jusqu'à date, on avait annoncé 100 millions à l'époque. Le 100 millions a été complètement utilisé. Ils viennent de rajouter plus d'argent dans le programme et il est encore disponible jusqu'à la fin septembre 2020. Donc, si vous venez d'en entendre parler dans le cadre de cette présentation-là, on se dépêche. Il y a de la place. Je vous invite fortement à l'utiliser. Le salaire est disponible jusqu'à un maximum de 25 $ l'heure.
Et pour les formateurs, c'est jusqu'à 150 $ l'heure aussi qui est remboursé jusqu'à hauteur de 100 000 $. En bon français, il y a des façons d'utiliser ce programme-là de façon créative. Moi, j'ai vu des fournisseurs qui ont accepté de ne pas être payés au moment où on prend l'entente, puis d'attendre que le PACMER fasse le chèque, puis qu'à ce moment-là, on soit capable de payer sans que ça affecte notre cash flow, notre capacité de payer. Ça, je trouve que c'est bien parce qu'il y en a là, que avancer de l'argent serait peut-être plus difficile. En bon français, ne manquez pas ce rendez-vous. Alors, pour être bien clair pour les auditeurs, donc, dans le cadre du PACME, les coûts du formateur, le cours à prendre, seraient payés, mais le coût des salaires payés pour ceux qui prennent le cours serait également couvert jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure. C'est ça. Donc, tu sais, si vous avez déjà une subvention salariale de 75 %, on ne vous remboursera pas ce bout-là, mais le bout qui est au-dessus du 75 %, et vous savez que c'est 75 % du maximum là, de l'assurance-emploi qui est 54 200, ça va être couvert par le PACME. Ben, ça n'a pas à voir avec le PACME, mais ça a à voir avec la subvention salariale. Est-ce que il y a certains employeurs qui disent, ben, je reçois 75 % de subvention salariale, je vais payer mes employés seulement qu'à 75 %. Est-ce que c'est permis? C'est pas recommandé. L'esprit, c'était de respecter la capacité de payer du gouvernement, mais également d'essayer de maintenir les gens en emploi, mais c'est pas interdit. Donc, dans certains cas, si on ne peut pas faire autrement, donc il y a une question de raisonnabilité ici, et on est fort conscient, là, puis je suis le premier à le reconnaître, dans certains cas, si on n'est pas autorisé à réouvrir, maintenir les salaires où on a des coûts fixes, où les loyers sont peut-être couverts, mais pas, mais je veux dire, c'est extrêmement difficile. Donc, le 75 % pourrait être une option. Je sais pertinemment qu'il y a des gens qui l'ont fait et des fois, c'était pas évitable. On a eu l'argument aussi que de changer le salaire de quelqu'un, pour faire facile, là, quelqu'un qui gagnerait 100 000 $, puis de coup, jour au lendemain, on dit, ben, je peux juste te payer 75 000 $ parce que j'ai juste une subvention, 75 000. Ouais. C'est un changement de conditions d'emploi. Comment ça peut être interprété? Bon, dans un cas comme ça, évidemment, là, il y a la notion d'urgence. Cette notion d'urgence-là, les gens la comprennent. Je pense que dans bien des cas, on préfère accepter une baisse salariale plutôt que de tout perdre ou de se ramasser sur un programme comme la PCU. Ceci étant dit, si c'est un changement qui serait unilatéral, donc ça serait l'employeur qui décide, alors là, ça, c'est dangereux parce que ça ouvre la porte à un changement de conditions de travail et peut-être un congédiement sans cause juste et suffisante ou une façon déguisée de changer les conditions de travail d'un employé. Mais dans le cas des exemples que j'ai été au courant ou j'ai été en contact, ça s'est fait de façon, je dirais, consensuelle, pas parce qu'on était content de la chose, mais on comprend la capacité de payer. Je vous dirais ici, à faire très attention, ça va être à la relance. Donc, quand les affaires vont prendre le salaire qui est sur le contrat d'emploi que l'employé a signé, il faut qu'on revienne. Donc, comment ça se fera? Il y a des, je vous dirais, grande précaution et prière de consulter des conseillers à ce sujet. Ouais, alors, quand la oui. relance reprendra et puis que les entreprises se qualifieront plus pour le 75 % de subvention salariale, il serait malvenu de garder le salaire à 75 % si on fait ce move-là. En fait, là, toute la notion de salaire, c'est pas supposé être quelque chose qui joue au yo-yo, là. Habituellement, votre salaire, si on n'est pas capable de vous payer pour X raison, votre employeur se place la protection de ses créanciers, tout ça. On est conscient qu'il va y avoir des problèmes. Ça, c'est pas nouveau, ça existait avant la COVID. Le contrat de travail demeure. Donc, si l'employeur est encore un employeur avec raison sociale, ses obligations demeurent. Donc, en principe, il y a une possibilité de recours, mais on est conscient également que les gens savent que si on ne fait pas les bons moves, l'entreprise peut disparaître. Alors, ça aussi, c'est à prendre en considération. À l'opposé, Patrick, on entend aussi des entreprises où il y a des employés actuellement qui profitent de l'occasion, mais disons-le, ils ont quand même un revenu à la maison du gouvernement. Ils sont rappelés pour travailler. Il y en a certains qui négocient des salaires à la hausse en disant, si tu veux que je revienne, tu vas me donner 1, 2, 3 $ de l'heure supplémentaire. Qu'est-ce qu'un employeur peut faire dans ce cas-là? Eh mon Dieu, ça c'est toujours intéressant de voir les lois du marché qui s'appliquent. Je dirais à titre de commentaire personnel, dans le passé, il y a des employeurs qui, pour les mêmes raisons, ont négocié des conditions de travail des fois qui étaient peut-être plus basses en fonction du marché, que ce soit le salaire minimum ou autre chose.
faut pas tirer avantage de façon indue, mais on est aussi conscient qu'il y a de l'offre et de la demande. Présentement, les programmes gouvernementaux ont créé de la concurrence différente. Donc, pour certaines catégories d'employés, il n'y avait pas cette game-là, si vous me permettez, là, dans le passé. Là, maintenant, faut concurrencer. Puis moi, je dois réouvrir. Puis si j'ai des ventes à honorer, ben tout d'un coup, la valeur que ce travail-là représente vient de changer. Alors, si c'est le cas, on consulte, mais je peux vous dire que c'est comme ça que ça évolue. Je fais des études salariales depuis un certain nombre d'années, puis il y a des emplois qui sont devenus plus populaires à un moment donné parce qu'il y avait pénurie, puis les salaires ont monté. Regardez les préposés aux bénéficiaires. Mm-hmm. Absolument. Patrick, le temps file. Je sais qu'il nous reste encore quelques minutes. Je pense qu'il y avait peut-être un autre programme que tu voulais aborder. Oui, c'est un important. Travail partagé, c'est peut-être le programme gouvernemental qui est peut-être moins connu pour certaines personnes. C'est un programme fédéral. Ça, c'est pour éviter les licenciements. Donc, en gros, là, je vais juste faire un portrait rapide. Si vous avez êtes impacté par la COVID et vous souhaitez là, éviter de licencier l'ensemble de votre personnel et que vous allez décider de couper de 10 à 60 des heures de travail de vos employés, ce programme-là est pour vous. Alors, évidemment, ça ne couvre pas tout le monde. Là, ça prend, faut que vous soyez 1 an en affaires, il faut avoir 2 employés ou plus dans votre entreprise. Et vous ne pouvez pas, comme dirigeant actionnaire qui a 40 des actions, là, en bénéficier au niveau de la couverture salariale. Et les travailleurs autonomes également ne sont pas couverts. Mais pour les autres qui ont des emplois similaires, vous pourriez penser avoir quelqu'un qui travaille 5 jours semaine qui pourrait descendre jusqu'à 2 jours semaine. Donc, 60 de ses heures diminuent et pourrait aller chercher la portion d'assurance-emploi qu'il aurait droit normalement s'il était licencié. Donc, pour faire une histoire courte, je gagnerais, par exemple, 100 000 $, je descends à 2 jours semaine, je tombe à 40 000 $ où je me fais payer 40 000 pour mes 2 jours travaillés. Puis les 3 jours qui restent, je vais aller chercher 40 60 c'est-à-dire de la prime d'assurance-emploi qui est 55 du salaire que j'ai le droit d'aller chercher jusqu'à hauteur du 52 400 qu'on a dit tantôt. Là, ça fait beaucoup de concepts. Mais on va chercher ce montant-là. Ça pourrait représenter, là, j'ai des petits cas de figure, c'est à peu près 20 de plus. Donc, quelqu'un qui tomberait à 40 de son salaire pourrait se ramasser à 73 de son salaire à travailler 2 jours semaine plutôt que 5 jours semaine. Si vous êtes à 3 jours par semaine, là, on va peut-être monter à 82 de notre salaire. Vous êtes en bas du maximum d'assurance-emploi. Si on est en haut, là, ça va venir descendre un peu parce qu'il y a des modifications. Ce programme-là a été, permettez-moi l'anglicisme, boosté, où on a enlevé un paquet parce que c'est un programme qui existait avant, on a enlevé un paquet d'obstructions. Donc, c'est 10 jours maintenant, ça se fait par courrier électronique et ça peut être maintenu jusqu'à 1 an et demi. Donc, on peut voir ici là, qu'en termes de gestion de vos coûts fixes, si vous pensez que la relance va être lente, ça peut être votre lifesaver. Ça peut être vraiment quelque chose là, qui peut être fort utile parce que vous gardez tout votre monde, le lien d'emploi n'est pas brisé, vous pouvez continuer à leur parler, ils peuvent continuer à contribuer, être formés en bon français, que du bon. Excellent. Peut-être juste rappeler aux gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, c'est le temps. Il nous reste à peine quelques minutes avec Patrick. Vous pouvez les poser vos questions en commentant la publication pour ce qui touche des ressources humaines. Je ne sais pas, André, si tu avais une autre question, oui, tu de ton côté. On est actuellement à l'heure du déconfinement et puis du retour au travail. Bientôt, on espère, on va parler vraiment de relance des activités. On n'est pas tout à fait encore là. Mais on parle beaucoup aussi du danger d'une deuxième vague à l'automne. Du point de vue ressources humaines, qu'est-ce que les employeurs peuvent faire pour se préparer à une éventuelle deuxième vague de la crise? Ben, je serais porté à vous dire, le virus est là maintenant. Là. Donc, la vague est déjà là. Donc, il faut déjà continuer, dans le fond, là, pour ceux qui sont réouverts ou qui sont sur le point de réouvrir, la santé et sécurité, c'est pas une farce. Là. Donc, il faut vraiment, vraiment que vous fassiez des efforts importants. Puis, je vous dis pas juste pour faire plaisir à la santé publique là, qui vous permet de réouvrir, parce que si il y a des cas qui se présentent chez vous parce que, pour X raisons, on n'est pas à l'abri, puis des fois,
on est conscient qu'on a tout pris les mesures, mais si on ne le fait pas et qu'on qu'il y a une éclosion, ben, on peut se faire fermer. Récemment, là, il y a un commerce ici là, à Gatineau, Walmart, pour ne pas le nommer, là, qui ont malheureusement dû fermer leurs portes suite à, je crois qu'il y a 6 employés là, qui ont été identifiés positifs. Alors, il faut désinfecter. Il y a un paquet de règles là, qui existent, mais il y a des coûts reliés à ça. Donc, je vous dirais, là, si on veut prévenir une éventuelle deuxième vague, c'est d'être vraiment, vraiment vigilant, bien le faire comprendre aux employés. Puis si vous avez des gens dans votre entreprise qui semblent pas comprendre la gravité, là, il y a peut-être de la communication à faire. Puis c'est là que ce professionnalisme relié à la crise va être important. Puis peut-être que dans vos attentes puis dans la gestion de votre performance, vous allez devoir regarder ça de façon sérieuse. Merci. Peut-être en terminant, Patrick, je ne sais pas si tu avais un autre sujet. Sinon, peut-être en terminant, nous donner, ce serait quoi, en fait, pour les gens, ton meilleur conseil au niveau ressources humaines actuellement que tu pourrais donner? Ben, je vous dirais que présentement, peut-être mon top 3, c'est peut-être plus des principes, des bonnes pratiques. Comme leader, montrez votre couleur. Présentement, là, on a parlé beaucoup de paramètres juridiques, de paramètres légaux, d'argent. Au-delà de tout ça, là, montrez votre vraie couleur, montrez ce que vous pouvez faire comme leader, comme gestionnaire. Parlez à vos gens, ceux qui sont à la maison. Ceux qui ont des jeunes enfants à la maison, c'est pas facile. Démontrez là, que vous êtes capable d'en faire plus. J'ai des gens qui sont allés porter des paniers cadeaux à leurs employés pour montrer qu'ils étaient solidaires, tout ça. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros, mais les gens vont se souvenir de ça pendant longtemps. Voir aussi toutes les possibilités que vous avez avec votre personnel. Présentement, là, on utilise les gens dans d'autres capacités. Il y a des gens qui étaient mécaniciens, qui se ramassent à être préposés au lavage de mains, qui se ramassent à faire le triage, qui se ramassent à faire un paquet de choses. Apprenez à mieux connaître votre personnel, puis vous allez devoir peut-être utiliser les gens de façon différente. Donc, au niveau de la façon que vous pensez à votre business, regardez ça, là, de voir toutes les possibilités qu'on a. Et je dirais, troisièmement, peut-être plus se mettre en mode service, c'est vouloir servir les gens plutôt que de vendre. Alors, je pense présentement, là, si on essaie de trouver à servir, ça va nous aider. Et je pense que ça va venir aligner toutes les actions qu'on va prendre en gestion de ressources humaines parce que ça fera du sens, les gens vont comprendre, puis les employés vont suivre un employeur qui va leader la voie ou qui va montrer la voie en étant plutôt empathique. Et je pense que ça va être important pour la suite. Excellent. Merci beaucoup, Patrick, qui, je le rappelle, est président expert conseil du groupe conseil Velox. Patrick, c'est grandement apprécié que tu aies pris le temps de venir nous répondre aux nombreuses questions. On va également, pour ceux qui sont en ligne actuellement et pour ceux qui vont le revoir en rediffusion, on va également faire une section sur notre site web où on a déjà les entrevues qu'on fait sont répertoriées, sont également disponibles sur notre page Facebook, évidemment, en reprise. Mais pour ceux qui vont vouloir les revoir également, Patrick va faire un article également avec nous qu'on pourra diffuser sur la page Facebook, sur notre page web, qui va venir bonifier cette vidéo-là. Donc, on pourra vous faire part de quand ça sera en ligne. Pour ça, je vous invite à vous abonner peut-être à notre infolette à ID Gatineau. Vous pouvez aller sur notre site Internet, vous abonner. Vous allez recevoir toutes les informations à chaque semaine, dont ces fameux webinaires-là. Merci André également de ta présence, d'avoir été présent. Je vous rappelle qu'André est disponible ainsi que d'autres conseillers pour répondre à vos questions. Donc, que ce soit des questions en ressources humaines, par exemple, vous pouvez appeler, les poser. André pourra faire le pont, peut-être, par exemple, parler à Patrick par la suite pour avoir des certaines réponses, pourra vous revenir. Que ce soit également pour les programmes d'aide. En fait, peu importe vos questions, vous avez besoin d'aide pour vous aider au niveau de votre entreprise, de la relance de votre entreprise. N'hésitez pas à appeler le 819-921-1477. Je le répète, le 819-921-1477. Sur ce, merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci.